Une enquête sur la fortune cachée de plusieurs milliards de dollars du président russe Vladimir Poutine, la non-démission d'Elisabeth Borne au poste de première ministre, ou encore les actualités en bref qui vont être très chargées aujourd'hui, avec notamment un voyage de Disney à plus de 100 000 dollars. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence donc tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui. On va parler de la fortune cachée de Vladimir Poutine, une fortune qui a été révélée par des journalistes. Bon, déjà, faut savoir que la fortune de Vladimir Poutine, c'est vraiment sujet à énormément de spéculations et malgré les intimidations et les risques en tout genre, ça fait en fait des années que des journalistes travaillent sur le sujet. Alors, par exemple, selon l'homme d'affaires britannique Bill Browder, qui a beaucoup investi en Russie, Vladimir Poutine serait l'un des hommes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à près de 200 milliards de dollars. Autrement dit, bien devant Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou encore Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Le truc, c'est que officiellement, Vladimir Poutine déclare qu'il gagne 11 000 euros par mois en tant que président et qu'il est propriétaire uniquement d'un appartement à Moscou et de quelques voitures. On va pas se mentir, tout ça paraît relativement étonnant. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle enquête sur sa fortune présumée vient de sortir. Cette enquête, elle a en l'occurrence été réalisée par un groupe de journalistes d'investigation présents dans plusieurs pays du monde. C'est en fait l'Organized Crime and Corruption Reporting Project et c'est aussi un travail du média indépendant russe Medusa. Et en l'occurrence, ce que cette enquête révèle, c'est que 86 sociétés, donc entreprises russes, qui ont un patrimoine équivalent à 4,5 milliards de dollars, seraient toutes reliées à une seule et même personne. Et bizarrement, c'est donc Vladimir Poutine. Alors, j'en suis conscient, dit comme ça peut paraître relativement flou, donc je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible et plus en détail. Déjà, première chose, comment est-ce que les journalistes ont pu faire pour découvrir ce lien entre Vladimir Poutine et ses près de 80 entreprises? Et bien en fait, tout est parti d'un mystérieux nom de domaine utilisé dans des adresses mail. En effet, ils ont découvert que toutes ces entreprises avaient comme nom de domaine pour leur adresse mail llcinvest.ru, et donc comme nous on pourrait avoir du gmail.com ou du hotmail.com ou je ne sais quoi, et bien là toutes ces sociétés avaient pour adresse mail quelque chose qui finissait en @llcinvest.ru. Le truc, c'est que grâce notamment à ce nom de domaine, et bien ils ont pu commencer à faire des parallèles et des liens entre les différentes entreprises. Par ailleurs, ils ont aussi pu se rendre compte grâce à des fuites de données que les dirigeants de ces sociétés, qui sont théoriquement donc des sociétés indépendantes et qui n'ont pas de lien particulier entre elles, et bien s'écrivaient quand même très régulièrement comme si en fait ils faisaient partie toutes de la seule et même unique entreprise, pour notamment parler de travaux de plomberie dans une villa ou encore pour réserver un jet privé. Bon, alors là vous me direz peut-être quel est vraiment le rapport en soi avec Vladimir Poutine. Et bien en fait, selon les journalistes qui ont enquêté sur le sujet, et bien beaucoup de ces entreprises ont des liens très étroits avec Vladimir Poutine. En fait, c'est très souvent via son entourage, ça peut être des amis, ça peut être ses maîtresses. Bref, tout ça tend à penser que derrière ces entreprises se cache bien sa fortune et que simplement il y a des gestionnaires différents selon les sociétés. Mais alors du coup, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de fortune cachée derrière ces entreprises? Et bien derrière ces entreprises toutes liées à Vladimir Poutine, on retrouve un grand palais qui donne sur la mer Noire et dont je vais vous parler juste après, mais aussi 200 hectares de vignes, une station de ski, des villas, des yachts ou encore des jets privés. Bref, tout ça qui réunit bien une fortune bien estimée à plusieurs milliards de dollars. Il faut savoir que tout ça en fait ça vient que confirmer des révélations précédentes. Par exemple, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, le journaliste Alexei Navalny, qui est aujourd'hui emprisonné, avait publié il y a quelques mois une énorme enquête sur les réseaux sociaux concernant le palais appartenant à Vladimir Poutine qui donne donc sur cette mer Noire. C'est un documentaire de 2 heures dans lequel on voyait notamment des chambres somptueuses, une église, un terrain de hockey, un amphithéâtre ou encore un terrain de 69 hectares. Bref, en soi, donc ce n'est pas étonnant de retrouver cet immense palais dans les révélations qui ont été faites cette semaine. Mais alors, forcément, autre question qu'on peut se poser à ce moment-là, une fois qu'on sait tout ça, une fois qu'on sait cette fortune potentiellement colossale, on peut se poser cette question: d'où vient au final cet argent de Vladimir Poutine? Alors là, évidemment, c'est compliqué de savoir précisément, mais selon la plupart des journalistes qui ont enquêté sur cette fortune du président russe, et bien sa fortune vient notamment pas mal de détournement d'argent public, mais aussi d'une forme de corruption. En gros, selon certains journalistes, Vladimir Poutine favoriserait des entreprises de ses proches et en échange, il y aurait des versements d'argent. Par exemple, en 2014, l'agence de presse Reuters avait réussi à prouver que ce palais de Vladimir Poutine qui donne sur la mer Noire avait été financé en détournant de l'argent
l'argent public qui était officiellement destiné au départ à des dépenses de santé. Pour mieux comprendre du coup ces différentes méthodes qui ont permis à Vladimir Poutine de s'enrichir, je vous renvoie donc en description vers plusieurs choses. D'abord vers les enquêtes de Reuters ou encore une enquête de Forbes qui est assez intéressante sur le sujet, mais aussi du coup forcément sur l'enquête qui a été diffusée cette semaine, qui illustre donc davantage pas forcément le contenu de sa fortune, mais surtout le montage financier via ces dizaines de sociétés et entreprises qui ont permis à Vladimir Poutine de rendre ça le plus discret possible au fil des années. Rendez-vous donc en description si jamais ça vous intéresse, et ça me semblait donc assez intéressant de faire un point avec vous là-dessus aujourd'hui. Dans les actualités en bref, d'abord cette première information, la première ministre Elisabeth Borne a remis ce mardi matin sa démission à Emmanuel Macron et le président français en l'occurrence l'a immédiatement refusé. Alors forcément ça a fait beaucoup réagir, mais il faut savoir que cette demande de démission en fait c'est une tradition et c'était le cas aussi dans les gouvernements précédents. Le Premier ministre remet traditionnellement sa démission juste après les élections législatives avant d'être renommé par le président. C'est en fait une façon de réaffirmer disons leur confiance. Alors en l'occurrence ici Emmanuel Macron a refusé puisqu'il considère qu'il y a beaucoup de chantiers en cours sur lesquels il souhaite avancer dans les prochains jours. Mais cela dit, faut bien voir que depuis les élections législatives dimanche, les réels appels à la démission d'Elisabeth Borne se multiplient. En effet, Elisabeth Borne a été d'abord élue de justesse dans sa circonscription du Calvados. Et puis au-delà de ça, l'alliance du parti présidentiel lors de ces élections législatives n'a pas obtenu de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui est forcément un signe d'échec majeur, un signe d'échec qui a été souligné par les membres de la France Insoumise, des Républicains ou encore du Rassemblement National. Et donc ils sont nombreux en conséquent à exiger une réelle démission de la part de la première ministre. Affaire à suivre là-dessus. Deuxième actualité, en Ukraine cette fois-ci, des combats intenses sont actuellement en cours dans deux villes situées à l'est de l'Ukraine. La première ville, elle s'appelle Severodonetsk et la deuxième ville, c'est la ville de Lysychansk où on constate notamment des destructions catastrophiques selon les autorités locales. Alors toujours selon les autorités ukrainiennes, les frappes russes ont aussi détruit des ponts qui font que donc désormais ces villes sont davantage coupées du reste de l'Ukraine. Bref, l'objectif selon les autorités ukrainiennes et pour la Russie, c'est donc de s'emparer forcément de cette région-là à l'est de l'Ukraine. On verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Troisième information, au Royaume-Uni, les employés de chemin de fer britanniques, les cheminots donc, c'est comme ça qu'on les appelle, ont lancé ce mardi leur plus grosse grève depuis près de 30 ans. Une grève qui pourrait paralyser grandement le trafic des trains au moins pendant 3 jours. En effet, le syndicat du rail MRT dénonce des milliers de licenciements prévus par les différentes compagnies privées en ce moment, mais aussi des salaires trop bas par rapport à l'augmentation du niveau des prix ou encore une dégradation des conditions de travail. La grève va donc se poursuivre cette semaine et elle pourrait potentiellement d'ailleurs s'étendre à d'autres secteurs, par exemple l'enseignement, la santé ou encore la poste. On verra donc si c'est le début d'un mouvement massif de grève au Royaume-Uni. Quatrième actualité, l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, qui est à l'origine donc de la création de la fête de la musique il y a 40 ans, a décidé de dédier cette 40e édition qui se tient ce mardi à Steve Maia Canisso. Steve, c'est un jeune homme de 24 ans, mort noyé il y a 3 ans après être tombé dans la Loire lors d'une opération de police à Nantes pendant la fête de la musique en 2019. Une marche a donc été organisée comme tous les ans à Nantes aujourd'hui pour lui rendre hommage. L'enquête est par ailleurs toujours en cours et 3 personnes, dont l'ancien préfet de Nantes, ont été mises en examen. Cinquième information qui n'a rien à voir sur un autre sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. En juillet 2023, Disney va proposer une sorte de tour du monde dans les 12 parcs Disneyland qui sont éparpillés un petit peu partout sur la planète. En gros, les 75 personnes qui participeront au voyage iront à Tokyo, en Californie, à Shanghai, Hong Kong, Paris ou encore en Floride. Ça durera en tour 24 jours et tous les clients feront les trajets dans un même jet privé avec à bord notamment des guides qui vont les informer sur tout ce qu'ils doivent savoir sur le monde de Disney. Par ailleurs, Disney a promis que les voyageurs visiteront également des lieux qui n'ont rien à voir avec Disney mais qui sont des lieux iconiques du monde entier comme par exemple le Taj Mahal en Inde ou encore les pyramides d'Égypte. Alors au-delà du prix vertigineux du voyage, puisqu'il faut compter près de 110 000 à 120 000 dollars par personne, cette annonce elle a surtout fait réagir par rapport à son empreinte carbone. En effet, selon le compte Twitter EcoTalk, ce voyage représente près de 64 tonnes de CO2 par personne. Autrement dit, c'est environ l'équivalent de 10 ans d'émissions en moyenne pour un Français. Enfin, dernière information pour terminer, plus légère, c'est de l'ordre du
du calendrier et vous le savez très sûrement. Et donc ce mardi c'est le solstice d'été, c'est donc le début de l'été et ça correspond au jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord avec 16h09 de jours au total environ. Alors concrètement donc à partir de maintenant les journées vont être de plus en plus courtes, sachant que le jour le plus court il est autour du 21 décembre. Alors le débat du jour c'est le suivant: la première ministre Elisabeth Borne doit-elle démissionner? Pour participer comme chaque jour ça se passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Et ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Merci d'être chaque jour nombreux à nous suivre, à suivre ces actus du jour, que ce soit sur YouTube, que ce soit en podcast, etc. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à choisir des questions ou autres dans les commentaires. On va continuer à améliorer et changer ce format au fil des jours. Merci pour votre confiance et on se dit à demain du coup pour une nouvelle vidéo.